Nous nous dirigerons maintenant vers le Japon pour visiter l'île Ashima, un endroit abandonné assez populaire. Mais avant d'entrer dans les détails, je vais te poser une question simple. Pourquoi des lieux qui étaient autrefois peuplés sont-ils abandonnés si rapidement? Cela dépend vraiment de l'emplacement, des gens et surtout des circonstances. Certains le font par choix, tandis que d'autres n'ont pas d'autre option s'ils veulent avoir une bonne vie. Pour les habitants de l'île Ashima, ils sont passés d'une vie très stable à devoir abandonner tout et chercher de la stabilité ailleurs. Pendant l'industrialisation du Japon, l'île Ashima avait une mine de charbon sous-marine qui offrait beaucoup de travail à ceux qui y vivaient. Ainsi, l'île est devenue un endroit où les mineurs pouvaient vivre et travailler avec leurs familles, une solution sensée, même si ce n'était que temporaire. Cependant, comme vous pouvez l'imaginer, le travail dans la mine qui a commencé en 1887 a pris fin vers 1974. Et comme il n'y avait plus de travail à cause de la fermeture de la mine, les gens ont dû partir et l'île a été abandonnée pendant assez longtemps. Avec le temps, déjà dans les années 2000, les gens se sont rendus compte que l'île avait beaucoup à offrir en termes de tourisme, et elle est devenue un endroit que de nombreuses personnes ont visité au fil des ans. Et si l'apparence de cet endroit vous semble familière, c'est peut-être parce qu'il a été un lieu clé dans le film Skyfall, le très populaire film de James Bond. Cela a également été le cadre de nombreux autres médias au fil des ans. Nous passons maintenant à un type classique de structure abandonnée, c'est le cas de la ville submergée de Baïa. Cette ville faisait partie de l'Empire romain et était connue non pas pour des guerres ou de la violence, mais pour être un centre de plaisir et de divertissement, au point que certains l'appellent le Las Vegas antique de l'Empire. Elle était visitée par les riches et puissants, y compris des empereurs comme César et Néron, qui profitaient de ses sources thermales naturelles et d'autres luxes. Sa chute sous la mer est due à une combinaison d'événements, d'abord pillés et abandonnés, puis les mêmes sources volcaniques qui alimentaient ces eaux thermales ont provoqué une élévation du niveau de l'eau jusqu'à ce que la ville soit complètement submergée. De nos jours, les vestiges de Baïa peuvent être visités dans l'un des rares parcs archéologiques sous-marins au monde. On peut observer la ville depuis un bateau à fond de verre ou si l'on préfère, faire de la plongée ou du snorkeling pour la voir de plus près, en veillant toujours à ne pas altérer les structures. En Alberta, au Canada, il existe un tronçon spécial de terre qui, vu du sol, semble une formation rocheuse plutôt commune dans cette région. Cependant, observé du ciel, il révèle quelque chose de complètement différent, une figure qui ressemble à une sculpture géante taillée dans la terre, connue sous le nom de le gardien des Badlands. L'ironie est que, bien que de nombreuses cultures anciennes aient créé des figures visibles uniquement du ciel, comme les célèbres lignes de Nazca, cette figure n'a pas été faite par des humains. Bien qu'elle ressemble au visage d'un Amérindien avec une coiffe, elle s'est formée uniquement par l'érosion naturelle du terrain au fil du temps. Il est difficile de croire que quelque chose d'aussi détaillé ait été créé uniquement par le vent, l'eau et les siècles, mais c'est ainsi. Cette merveille géologique a été récemment découverte grâce à Google Earth dans les années 2000, et depuis, elle a été comparée au visage sur Mars en raison de son étrangeté et de sa beauté. Pourtant, il y a un détail curieux, une ligne traverse la figure de haut en bas, qui s'avère être un chemin de terre, et un petit cercle sur la tête est un puits utilisé par les locaux. Bien que cela puisse sembler une interruption dans l'image, cela reflète aussi comment les humains interagissent avec le paysage sans se rendre compte de ce qu'il y a en dessous. Cette formation est une preuve de plus que la nature, avec suffisamment de temps, peut créer un art qui égalise et parfois dépasse les œuvres de l'être humain. Arkheim, connu sous le nom de la ville perdue de Sibérie, est un site archéologique énigmatique et fascinant situé dans le sud-ouest de la Russie, près de la frontière avec le Kazakhstan, dans la région des Urals du Sud. Découverte en 1987 par une équipe d'archéologues russes, Arkheim a intrigué chercheurs et passionnés d'histoire en raison de sa complexité et des énigmes qui entourent son origine et son but. La découverte d'Arkheim a été accidentelle. Les archéologues exploraient la zone à la recherche d'un site adapté pour un réservoir lorsqu'ils sont tombés sur les restes de cette ancienne ville fortifiée. Au fur et à mesure des fouilles, il est devenu clair qu'Arkheim était un site de l'âge du bronze, datant d'environ du 1er siècle avant Jésus-Christ, appartenant à la culture Saint-Asta Petrova,
l'une des premières cultures indo-européennes. Arkheim se distingue par son design urbain avancé. La ville a une structure circulaire avec 2 murs concentriques qui protégeaient le site. Les murs, construits en terre et en bois, étaient conçus pour résister aux attaques et fournir une sécurité aux habitants. À l'intérieur des murs, la ville était organisée en secteurs radiaux abritant des habitations, des ateliers et des espaces communs. Ce design radial suggère une planification méticuleuse et une connaissance avancée de l'ingénierie et de l'architecture. Un des aspects les plus fascinants d'Arkheim est son alignement astronomique. Des études ont démontré que la ville était orientée par rapport à des événements célestes, ce qui suggère que ses constructeurs avaient une connaissance approfondie de l'astronomie. Certains chercheurs comparent Arkheim à Stonehenge en raison de son utilisation possible comme observatoire astronomique. La disposition des structures permet d'observer des phénomènes astronomiques tels que les solstices et les équinoxes, ce qui pourrait avoir eu une signification rituelle ou calendérique pour ses habitants. Malgré les nombreuses excavations et études, Arkheim reste enveloppé de mystères. On ne sait pas avec certitude pourquoi la ville a été abandonnée ni quel était son objectif principal. Certaines théories suggèrent qu'il aurait pu s'agir d'un centre religieux, d'un observatoire astronomique ou d'une forteresse militaire. L'absence de cimetières et de restes humains soulève également des questions sur la vie quotidienne et les coutumes funéraires de ses habitants. Aujourd'hui, Arkheim est un site d'un grand intérêt tant pour les archéologues que pour les touristes. Il est devenu un symbole de l'ancienne histoire russe et une fenêtre sur le passé indo-européen. Le site attire des milliers de visiteurs chaque année, qui viennent admirer les ruines et réfléchir sur les énigmes de cette ancienne ville. Arkheim a également inspiré un renouveau culturel et spirituel dans la région, avec de nombreuses personnes y voyant un lieu sacré et de pouvoir. Arkheim, la ville perdue de Sibérie, reste un énigme qui défie notre compréhension de l'histoire ancienne. Son urbanisme avancé, ses alignements astronomiques et les mystères qui l'entourent continuent de fasciner ceux qui l'étudient et la visitent. Arkheim n'est pas seulement un témoignage de l'ingénierie et du savoir des anciennes cultures indo-européennes, mais aussi une invitation à continuer d'explorer et de percer les secrets du passé. Mesa Verde, situé dans le sud-ouest du Colorado, aux États-Unis, est un parc national connu pour ses impressionnantes ruines de logements dans les falaises, construites par les anciens Pueblos, également connus sous le nom d'Anasazi. Ce parc a été établi en 1906 et couvre une superficie de plus de 52 000 acres. Les anciens Pueblos ont habité la région d'environ l'an 600 jusqu'en 1300 après Jésus-Christ, développant une société complexe basée sur l'agriculture. Parmi les structures les plus remarquables de Mesa Verde se trouve le Cliff Palace, la plus grande habitation dans la falaise, avec plus de 150 chambres et 23 kivas, chambres cérémonielles, et le Balcony House, connu pour son accès difficile, qui comprend des escaliers et des tunnels étroits. Une autre structure remarquable est la maison des épicéas, l'une des mieux conservées, avec environ 130 chambres et 8 kivas. Les habitations dans les falaises ont été construites principalement entre les années 1100 et 1300 après Jésus-Christ, en utilisant des blocs de grès et du mortier d'argile. Ces structures offraient une protection contre les éléments et les attaques potentielles. Les anciens Pueblos ont également construit des habitations et des kivas au sommet des mesas avant de se déplacer vers les falaises. Mesa Verde est un site archéologique d'une grande importance, offrant un aperçu unique de la vie et de la culture des anciens Pueblos. En plus des habitations dans les falaises, le parc compte de nombreuses ruines de villages et de granges au sommet des mesas. Les visiteurs peuvent explorer le parc à travers des visites guidées, des sentiers de randonnée et un musée qui expose des artefacts et fournit des informations sur l'histoire et la culture des habitants d'origine. Le parc n'est pas seulement un site historique et culturel important, mais il offre également des vues panoramiques imprenables sur le paysage environnant, avec de profonds canyons et de vastes étendues de plateaux, offrant une expérience unique aux visiteurs intéressés par l'histoire, l'archéologie et la beauté naturelle. Caral, au Pérou, est l'un des sites archéologiques les plus anciens d'Amérique. Il se trouve dans la vallée de Sup, à environ 200 km au nord de Lima. Ce complexe archéologique, découvert en 1948,
est connue pour son ancienneté, datant d'environ 2600 avant Jésus-Christ, ce qui en fait l'une des civilisations les plus anciennes des Amériques et du monde. Caral était la capitale de la civilisation Caral-Sup, une culture précéramique qui a précédé les civilisations plus connues de Mésoamérique et d'Amérique du Sud. Le site de Caral comprend une série de pyramides à degrés, de places circulaires, d'amphithéâtres et de logements qui montrent une planification urbaine avancée et une organisation sociale complexe. Parmi ses caractéristiques les plus remarquables se trouve la Grande Pyramide, qui est la structure la plus imposante du site, ainsi que son complexe système de places et d'espaces cérémoniels. Les découvertes à Caral ont révélé une société sophistiquée avec une économie basée sur l'agriculture d'irrigation, en plus de pratiques religieuses et culturelles élaborées. Ce site archéologique est non seulement important pour son ancienneté et sa complexité structurelle, mais aussi pour ce qu'il révèle sur les origines et le développement précoce des civilisations en Amérique, remettant en question les idées reçues sur la chronologie et les capacités culturelles des premiers habitants du continent américain. Palenque, au Mexique, est un site archéologique emblématique de la civilisation maya, situé dans l'État du Chiapas. Il est célèbre pour ses structures impressionnantes et son importance historique et culturelle. Fondé vers le IIIe siècle après Jésus-Christ, Palenque a atteint son apogée entre les 7e et 8e siècles après Jésus-Christ, devenant l'un des centres urbains les plus importants de la région maya. Le site de Palenque se caractérise par ses magnifiques temples, palais et pyramides, construits avec une architecture distinctive qui allie relief élaboré, colonnes sculptées et systèmes d'irrigation avancés. Parmi ces structures les plus emblématiques se trouve le Temple des Inscriptions, qui abrite la tombe du roi Pacal, l'une des tombes royales les plus riches découvertes en Mésoamérique. En plus de son architecture monumentale, Palenque est connu pour ses inscriptions hiéroglyphiques, qui fournissent des informations précieuses sur l'histoire, la politique et les croyances religieuses des anciens Mayas. Ces inscriptions ont permis aux archéologues et aux épigraphistes de déchiffrer des détails sur les dirigeants, leurs conquêtes et leurs cérémonies rituelles. Palenque continue d'être l'objet d'études et de recherches, révélant continuellement de nouvelles découvertes qui enrichissent notre compréhension de la civilisation maya. Sa beauté architecturale et son héritage culturel en font l'une des destinations archéologiques les plus fascinantes du Mexique et du monde. Las Labradas est un site archéologique situé le long de la côte pacifique à Sinaloa, au Mexique. Cet endroit est connu pour sa vaste collection de pétroglyphes anciens, qui sont des sculptures intriquées sur pierre réalisées sur des roches volcaniques. Ces inscriptions ont été datées entre 2500 et 1200 ans en arrière. Tout au long de la plage, les visiteurs peuvent trouver des centaines de ces sculptures remarquables, qui représentent une variété de symboles, allant des formes géométriques abstraites aux animaux, figures humaines, spirales et même des représentations célestes comme le soleil. L'identité précise des anciens artisans reste un sujet de débat parmi les experts, mais de nombreux archéologues suggèrent qu'il s'agissait de peuples autochtones qui habitaient la région bien avant le contact européen. Les pétroglyphes faisaient probablement partie d'un paysage sacré utilisé lors de rituels, car leur proximité avec l'océan suggère une connexion avec la nature, possiblement liée à des divinités de l'eau ou à des rituels de fertilité. Certains chercheurs proposent que ces inscriptions étaient associées à des événements astronomiques, étant donné que de nombreuses anciennes cultures mésoaméricaines étaient expertes dans les mouvements célestes. Les spirales et les cercles concentriques présents dans les sculptures pourraient symboliser ces phénomènes ou servir de marqueurs rituels pour comprendre les cycles de la nature. Aujourd'hui, Las Labradas est reconnu comme un site archéologique protégé et est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Ce qui rend Las Labradas si rare, c'est sa riche histoire et ses origines énigmatiques, qui continuent d'inspirer des recherches et des explorations, et de nouvelles découvertes pourraient éventuellement éclairer sur les personnes qui ont créé ces remarquables œuvres d'art. Sigiriya, connue sous le nom de Rocher du Lion, est une magnifique forteresse ancienne située dans le district central de Mattal au Sri Lanka. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO s'élève à plus de 200 mètres au-dessus du paysage environnant et est l'un des points les plus emblématiques du pays. Sa construction date du VE siècle et a été érigée sous le règne du roi Kashyapa Ier. La légende raconte que Kashyapa,
après avoir renversé son père, a cherché refuge à Sigiriya pour échapper à son demi-frère Moggallana, l'héritier légitime. Pour consolider son pouvoir et créer une forteresse, Kashyapa a transformé Sigiriya en une ville fortifiée. Le site comprend le Rocher du Lion, où se trouvaient les palais royaux. Au sommet se trouvent des vestiges de structures royales, des zones de stockage et des jardins intricats. Sigiriya est également célèbre pour ses jardins aquatiques, ses jardins en terrasse et ses jardins de rochers, conçus pour réaliser une harmonie entre la nature et l'art humain. L'une de ses caractéristiques les plus remarquables est la fresque connue sous le nom de Les Demoiselles de Sigiriya, représentant des femmes élégantes ornées de bijoux élaborés. Ces peintures exquises ont remarquablement survécu pendant plus de 1500 ans, préservant leurs couleurs vives et leurs détails intriqués. Après que le roi Kashyapa ait abandonné Sigiriya, le site a continué à servir de lieu religieux avant d'être réclamé par la nature. Redécouvert par des explorateurs britanniques au XIXe siècle, il est depuis devenu un site archéologique important qui attire des visiteurs du monde entier pour admirer sa beauté et sa signification historique. Les pierres de Callanish sont un ancien site mégalithique situé sur l'île de Lewis, dans les Hébrides extérieures en Écosse, datant d'environ 3000 avenue Jésus-Christ. Pendant l'âge néolithique, ce cercle de pierre est souvent appelé le Stonehenge écossais et est reconnaissable par ses structures bien préservées et significatives. Le site présente une disposition de pierres érigées qui suscite la curiosité depuis des siècles. Au centre se trouve un cercle de 13 grandes pierres entourant un monumental monolithe. Cette formation centrale est flanquée de rangées de pierres qui s'étendent vers l'extérieur dans un motif en croix, complété par une longue avenue de pierres qui court vers le nord et des alignements plus petits vers l'est, l'ouest et le sud. Au total, il y a plus de 50 pierres, la plus haute mesurant plus de 4,7 mètres. Façonnées en pierre locale, les pierres mettent en valeur le caractère rustique du site. Bien que le but exact des pierres de Callanish soit encore débattu, de nombreux archéologues pensent qu'elles jouaient un rôle cérémoniel ou religieux. On pense que la disposition des pierres est alignée avec des événements célestes, en particulier le Soleil, la Lune et les étoiles, ce qui suggère leur utilisation possible en tant qu'ancien observatoire. Une théorie proéminente suggère que ces pierres marquaient le cycle lunaire, spécifiquement pendant le standstill lunaire, qui se produit tous les 18,6 ans lorsque la Lune atteint son point le plus méridional sur l'horizon. Cet alignement avec le cercle central soutient l'idée que le site a été construit avec une intention astronomique. Les fouilles révèlent que cette zone était autrefois un centre d'activité néolithique, avec des établissements voisins et des tumulus funéraires qui indiquent un passé culturel riche. Cependant, à l'âge du bronze, le site était tombé en désuétude, étant progressivement enseveli sous la tourbe jusqu'à sa redécouverte au XIXe siècle. Le temple de Kailasha, situé dans les grottes d'Ellora au Maharashtra, en Inde, est une œuvre remarquable de l'architecture ancienne entièrement sculptée dans une seule roche. Construit au 8e siècle pendant le règne du roi Krishnai, il est dédié au dieu Shiva et fait partie d'un site plus vaste classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui comprend 34 temples et monastères sculptés dans la roche. Contrairement aux bâtiments typiques, le temple de Kailasha a été sculpté de haut en bas, démontrant l'ingéniosité des anciens ingénieurs. Ils ont commencé au sommet d'une montagne, extrayant méticuleusement plus de 200 000 tonnes de roches pour révéler ce complexe temple détaillé. Le temple a une hauteur d'environ 33 mètres, une longueur de 45 mètres et une largeur de 30 mètres. Le sanctuaire central est entouré de nombreux sanctuaires et plus petits patios, tous taillés dans la même pierre. La tour principale ou shikara s'élève élégamment au-dessus de la structure, évoquant le design des temples indépendants de toute l'Inde. Une sculpture notable représente Ravana secouant le mont Kailasha, qui est censé être la résidence de Shiva, donnant au temple son nom. Bien qu'il soit dédié à Shiva, le temple de Kailasha exhibe diverses influences religieuses et culturelles de son époque, avec des sculptures d'autres divinités comme Vishnu et Lakshmi, ainsi que des représentations d'êtres célestes et d'animaux. La complexité et la grandeur du temple ont généré diverses théories sur ses méthodes de construction. On croit communément qu'il a fallu environ 2 décennies pour le compléter,
et certaines légendes suggèrent une intervention divine ou le travail de milliers d'ouvriers. Quoi qu'il en soit, le temple de Kelasha reste l'un des exemples les plus extraordinaires de brillance architecturale trouvés dans le monde aujourd'hui. La Hallgrímskirkja est sans aucun doute l'un des points de repère les plus reconnaissables de Reykjavik. Avec ses 74,5 mètres de hauteur, c'est l'église la plus grande d'Islande et l'un des bâtiments les plus hauts du pays, ce qui fait que vous pouvez la voir de n'importe quel endroit de la ville. Que vous vous promeniez dans les rues de Reykjavik ou que vous veniez de l'aéroport, elle se distingue comme une gigantesque fusée de pierre qui s'élève au-dessus de tout autour d'elle. L'église est dédiée à Hallgrímur Pétursson, un célèbre poète et clerc islandais du XVIIe siècle, connu pour avoir écrit les hymnes de la Passion. Cependant, sa conception est arrivée des siècles plus tard, en 1937, lorsque l'architecte d'État islandais, Guðjón Samúelsson, a imaginé quelque chose de complètement différent des églises européennes traditionnelles. La construction a commencé en 1945, mais en raison du climat extrême de l'Islande et de l'ampleur du projet, cela a pris plus de 40 ans pour le finaliser. Il n'a été officiellement complété qu'en 1986, un temps incroyablement long, mais le résultat final en valait la peine. Ce qui rend Hallgrímskirkja si spécial, c'est son design. Au lieu de s'inspirer des cathédrales traditionnelles, Samúelsson s'est référé aux paysages naturels de l'Islande, spécifiquement aux colonnes basaltiques qui se forment lorsque la lave se refroidit. Si vous avez déjà vu la cascade de Svartifoss, vous remarquerez la similarité immédiatement. L'église semble avoir été sculptée directement dans un écoulement de lave, avec une structure massive et courbée qui s'élève vers le ciel, comme si la nature elle-même l'avait construite. Elle est audacieuse, dramatique et complètement unique, ce qui la fait se démarquer non seulement en Islande, mais dans le monde entier. En entrant, vous remarquerez qu'elle est beaucoup plus minimaliste que de nombreuses églises européennes. Il n'y a pas de vitraux élaborés, ni de statues recouvertes d'or, juste des lignes épurées, un espace ouvert et une atmosphère paisible. Mais il y a une caractéristique vraiment impressionnante, l'orgue à tuyaux. Construit par l'organiste allemand Johannes Klee, cet énorme instrument mesure 15 mètres de hauteur, pèse 25 tonnes et compte plus de 5000 tuyaux. Il peut passer d'un son doux et délicat à un véritable tremblement de terre sonore, ce qui explique pourquoi l'église n'est pas seulement utilisée pour des services religieux, mais aussi pour des concerts. Si jamais tu as l'occasion d'entendre l'orgue en action, ce sera une expérience que tu n'oublieras pas. Le monastère de Paro Taksang, mieux connu sous le nom de Nid du Tigre, est l'un des sites bouddhistes les plus impressionnants et vénérés du Bhoutan. Il est situé de manière dramatique sur une falaise dans la vallée supérieure de Paro, à environ 3100 mètres au-dessus du niveau de la mer, et offre une vue imprenable sur les montagnes et les forêts environnantes. Rien que son emplacement lui donne un air légendaire, et en réalité, c'est exactement ce qu'il est. Les origines du Nid du Tigre remontent au 8e siècle, lorsque Guru Padmasambhava, également connu sous le nom de Guru Rinpoche, aurait volé jusqu'à cet endroit même monté sur une tigresse. Mais il ne s'agissait pas d'un simple voyage. On croyait que la tigresse était une disciple transformée. Une fois arrivé, il méditait dans une grotte pendant ce qui pourrait être la durée la plus précise de l'histoire. 3 ans, 3 mois, 3 semaines, 3 jours et 3 heures. Pendant ce temps, il soumit les dieux et les esprits locaux, les convertissant au bouddhisme. Pendant des siècles, le site fut un lieu de pèlerinage et de méditation, mais ce n'est qu'en 1692 qu'il devint le grandiose monastère que nous voyons aujourd'hui. Gyals Tenzin Rabji, le 4e drug de Si, décida de construire un monastère autour de la grotte de méditation d'origine. Ce n'était pas une structure simple, c'était une merveille architecturale. Le bâtiment semble s'accrocher à la face rocheuse, comme s'il faisait partie de la montagne elle-même. Le complexe du monastère se compose de 4 temples principaux et de plusieurs résidences plus petites, toutes reliées par des escaliers taillés directement dans la roche. L'ensemble du lieu est conçu pour se fondre parfaitement dans son environnement, créant l'illusion d'avoir poussé naturellement depuis les falaises. Les balcons s'étendent sur le bord, offrant aux visiteurs une vue panoramique sur la vallée de Paro en contrebas.
C'est un de ces endroits où chaque pas se ressent comme un mélange d'émerveillement et de vertige. Des falaises brumeuses du Bhoutan au cœur vibrant de l'Inde, les espaces sacrés se déclinent sous toutes les formes et toutes les tailles. Le ziggurat d'Ur est l'un des vestiges les plus impressionnants de l'ancienne Mésopotamie. Ce temple massif à plusieurs niveaux est situé près de l'actuelle Ninive, en Irak, depuis plus de 4000 ans. Il a été construit au XXIe siècle avenue Jésus-Christ, pendant l'âge du Bronze ancien, et dédié à Nana, le dieu de la lune. À cette époque, Ur était l'une des villes les plus puissantes, et le ziggurat n'était pas seulement un temple, mais une démonstration de pouvoir, de dévotion religieuse, d'influence politique et de compétences architecturales. Le projet a été initié par le roi Anamu, fondateur de la troisième dynastie d'Ur, qui n'a pas vécu assez longtemps pour voir le temple achevé. Son fils, Shulgi, a poursuivi le travail et a régné pendant 48 ans, transformant Ur en une puissance de Mésopotamie. Le ziggurat faisait partie d'un complexe encore plus grand, rempli de palais, de temples et de bâtiments administratifs. C'était l'équivalent ancien d'un horizon urbain, avec cette gigantesque structure dominant le paysage. Malgré son ancienneté, le ziggurat était conçu pour durer. Son noyau était en briques d'argile, couvertes de briques cuites et de bitume, une substance similaire au goudron qui servait d'imperméabilisant, un coup de génie étant donné la nature imprévisible du climat mésopotamien. Le ziggurat mesurait environ 64 mètres de long, 45 mètres de large et plus de 30 mètres de haut. Ce n'est pas un gratte-ciel moderne, mais pour l'époque, c'était un exploit d'ingénierie incroyable. Pour atteindre le sommet, il y avait un grand escalier, aujourd'hui partiellement reconstruit. Au sommet, il y avait un temple dédié à Nana, où les prêtres réalisaient des rituels et des offrandes. Contrairement à d'autres lieux de culte, celui-ci était un espace sacré réservé à l'élite, aux prêtres et aux dieux. Au fil des siècles, le ziggurat a subi des dommages. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, après qu'aurait perdu son pouvoir, le roi Nabonide de l'Empire néo-babylonien lui a donné une rénovation, en ajoutant plusieurs niveaux pour en faire une tour à 7 niveaux. Les gouvernants babyloniens de cette époque restauraient des monuments anciens pour montrer leur lien avec l'histoire. En avançant vers les décennies 1920 et 1930, l'archéologue britannique Sir Leonard Woolley a déterré une grande partie du ziggurat et a démontré qu'il n'était pas seulement un bâtiment administratif, mais un site religieux d'une grande importance culturelle. Dans les années 80, Saddam Hussein a ordonné une reconstruction partielle, renouvelant la façade et le grand escalier dans le cadre d'une campagne pour célébrer l'ancienne histoire de l'Irak. Cependant, le ziggurat n'a pas échappé aux dommages modernes. Pendant la guerre du Golfe en 1991, il a subi des impacts de balles et des bombes.